Donc, les derniers chiffres là que j'ai regardés sur l'ARS, oui, alors ceux que je vous ai mis là ne sont pas à jour, j'ai regardé ce matin. Et en fait, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de tests positifs sur 100 000 habitants, est maintenant de 136. Donc, vous voyez, il a nettement évolué. Ça, ce sont les chiffres au 13 octobre sur les 7 derniers jours glissants. Le taux de positivité des tests est passé à 11,5%. Le nombre d'hospitalisations, il est à 382 personnes. Donc ça, c'est pour la région normande, hein, dont 67 en réanimation. Et au niveau tension hospitalière, c'est-à-dire le pourcentage de patients Covid hospitalisés en réanimation sur l'ensemble des lits de réanimation qui existent donc en Normandie, ce taux est de 24,5% et au-dessus de 60%, on parle de taux d'alerte, entre 40 et 60, on parle de vigilance. Voilà, donc les chiffres vous voyez, sont en augmentation tous les jours, donc on n'est pas sorti d'affaires. Alors, donc, diapo suivante. Donc, je vous rappelle les modes de transmission du virus parce qu'il y a eu quelques évolutions par rapport à mars 2020, etc. Donc, bon, la contamination, elle se fait essentiellement par voie aérienne, directement par des gouttelettes, donc soit visibles ou invisibles, mais bon, les visibles, c'est les postillons, hein, quand vous êtes en face. Donc, ces gouttelettes, elles n'ont pas une longue portée d'action, sauf s'il y a beaucoup de vent, sauf si vous avez des gros efforts d'expulsion, comme lorsque vous toussez, vous éternuez, ou si vous êtes en plein effort physique, ou vous criez. Donc, quand ces gouttelettes atteignent la personne en face au niveau des voies respiratoires, et ben, ça peut l'infecter directement par pénétration du virus dans les fosses nasales ou les yeux de la personne en face. Une autre façon d'être contaminé, c'est de façon indirecte, en touchant des surfaces qui sont contaminées par le virus et ensuite en portant ses mains à son visage, parce que le virus, hélas, peut rester un certain nombre d'heures, voire de jours sur les surfaces, à des de surface. Et une troisième façon, donc c'est ça qui est un peu nouveau, enfin bon, maintenant ça fait quelques mois qu'on le sait, c'est le fait que le virus est contenu dans les aérosols, donc dans des particules qui sont souvent moins grosses de 3 microns et qui restent en suspension dans l'air et donc qui peut être véhiculé beaucoup plus loin et rester en suspension dans l'air. Donc ça, c'est un risque de contamination dans les endroits clos quand plusieurs personnes y sont sans qu'il y ait d'aération ou de ventilation de cet endroit. Voilà. Donc, diapo suivante. Pour la transmission par voie cutanée, donc là, c'est un petit peu un exemple de la persistance du virus sur les surfaces. Alors, il faut mettre un bémol à ces durées parce que, bon, certaines études révèlent que la permanence du virus peut être plus longue, en fait. Mais d'un autre côté, tous les facteurs ne sont pas pris en compte, comme le taux d'humidité, les UV, etc. Mais bon, globalement, le virus reste plus longtemps sur les plastiques, les aciers, environ 12 heures sur les vêtements, et puis quelques heures sur le cuivre, la monnaie, etc. D'où l'importance de bien se désinfecter les mains régulièrement quand on touche des surfaces qui ont pu être contaminées, qui ont été manipulées par d'autres personnes avant vous. Voilà. Donc ensuite, la transmission, elle se fait quand? Donc quand la personne est contagieuse, le problème de la Covid, c'est que la personne est contagieuse avant d'avoir des symptômes et donc elle peut contaminer les personnes sans le savoir. Donc le maximum de la contagion commence 2 jours avant l'apparition des symptômes et se fait au maximum juste avant l'apparition des symptômes ou le premier jour. Elle devient faible à partir de 7 jours. Et donc, dans 44% des cas, la transmission a été présymptomatique. C'est ce qui a été découvert. Voilà. Donc, ensuite, nous passons à la diapo suivante. Voilà.
Alors, je rappelle un petit peu les symptômes. Donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup axé sur les symptômes liés à la sphère respiratoire, hein. Euh, donc, au niveau pulmonaire, bon, le premier symptôme, c'est la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires qui peuvent aller jusqu'à des formes graves avec détresse respiratoire. Mais on s'est aperçu que en fait le Covid touche tous les organes. Il ne se concentre pas uniquement sur la sphère respiratoire. Il a quand même un tropisme au niveau des voies nerveuses. Donc, avec la perte du goût, la perte de l'odorat. Il peut aussi avoir une action digestive sous forme de diarrhée, notamment chez les personnes âgées. Mais il peut aussi avoir une atteinte au niveau cardiaque. Maintenant, on décrit des myocardites, des atteintes cutanées. Donc, c'est une maladie qui touche l'ensemble des organes. Et maintenant, on commence à trouver des effets à long terme. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça peut laisser comme séquelles. C'est encore en, en étude, mais ce n'est pas une maladie si bénigne que ça, bien que de nombreuses, enfin, il existe des cas complètement asymptomatiques. Donc, les personnes, diapo suivante, les personnes vulnérables, donc 90%, je crois que le président l'a dit hier, 90% des décès surviennent chez les personnes de plus de 65 ans, donc c'est essentiellement l'âge, et les porteurs de maladies chroniques. Donc, on a les personnes qui ont un cancer. Alors ça, je vous ai mis le dernier décret qui permet de réaliser un certificat d'isolement qui est encore valable. Les personnes atteintes d'un cancer évolutif sous traitement, les personnes atteintes d'une immunodépression congénitale, acquise ou médicamenteuse, les personnes âgées de 65 ans ou plus et qui ont un diabète associé ou une obésité ou des complications vasculaires, et les personnes en insuffisance rénale chronique sévère, ou dialysée évidemment. Donc voilà, donc ça, ce sont les personnes vulnérables qui peuvent bénéficier éventuellement d'un certificat d'isolement, mais donc les personnes à risque de Covid sont plus largement les personnes de plus de 65 ans, les personnes en surpoids, c'est surtout les deux gros facteurs de risque et qui ont des maladies chroniques. Voilà. Donc, diapo suivante. Alors, les tests, donc les différents types de tests. Donc, soit il y a des tests, on détecte le génome du virus dans les prélèvements, au niveau de prélèvement, au niveau de la sphère respiratoire. C'est le test RT-PCR. Ou alors, maintenant, on détecte aussi des anticorps dans le sang. Donc, je vous ai mis un peu les courbes à côté. Donc, la courbe bleue, c'est la courbe de la positivité, si vous voulez, du test RT-PCR. Donc, vous voyez, il est positif, il commence à être positif une semaine avant le début des symptômes. Il est très fortement positif, enfin, il est souvent positif la première semaine et après, ça décroît rapidement. Les sérologies, les tests, les prises de sang qui permettent de dépister des anticorps, eux ne sont positifs qu'à partir de la première semaine. Et pour les IgM, disparaissent au-delà de 6 semaines environ. Les IgG persistent plus longtemps. Alors, il faut bien faire une différence entre ces deux tests. La recherche d'anticorps dit simplement que vous avez été en contact avec le virus. On ne sait pas si vous êtes encore contagieux ou pas. On ne sait pas la durée. Enfin, les anticorps, maintenant, on trouve beaucoup de cas où les anticorps disparaissent. Donc, on ne sait pas si les gens conservent une protection contre la Covid-19 après la disparition des anticorps. Peut-être oui, peut-être non. Donc, les sérologies n'ont pas ont un intérêt pour la recherche, mais pas tellement un intérêt dans le combat contre la maladie. Donc, le test de référence, c'est le RT-PCR. Donc, maintenant, on parle de tests antigéniques qui, au lieu de dépister les anticorps, le génome du virus, décède
décèlent des protéines liées au virus. Alors, le président a dit qu'ils allaient être mis en place maintenant, mais c'est réservé que aux personnes symptomatiques ou dans le cadre de dépistage ciblé. Mais ces tests ne seront positifs qu'au bout de 4 jours. Enfin, ils ne restent positifs vraiment qu'au bout de 4 jours. Donc, ils seront faits dans certaines circonstances. Ils ne peuvent pas être faits n'importe comment. Leur avantage, c'est d'avoir une réponse beaucoup plus rapide que le RT-PCR. Donc, bon, ça, ce sera défini après, ultérieurement. Voilà. Donc, ensuite, diapo suivante. Alors, le traitement, donc les nouveautés sur le traitement, ben, il n'y a pas grand-chose. En fait, le traitement, il est symptomatique. Les antiviraux, les immunomodulateurs, immunité passive, tout ça, il n'y a pas vraiment d'efficacité. Donc, bon, il y aurait une molécule qui serait efficace, qui a été mise en avant par le labo INSERM de Lille, mais pour le moment, donc, il n'y a pas plus d'indications là-dessus puisqu'elle est encore en test. Alors, ce qui a été découvert, c'est qu'au niveau des traitements des formes graves, l'utilisation de corticoïdes et maintenant l'utilisation d'anticoagulants systématiques améliore la prise en charge de certains patients. C'est pareil sur la ventilation, la prise en charge est améliorée, disons. Voilà. Mais pour le moment, il n'y a pas de traitement efficace contre la COVID-19. Donc ensuite, donc diapo suivante. Ah oui, alors les vaccins, bon ben, il y en a en cours d'évaluation clinique, mais pour le moment, il n'y a rien de précis. Et puis on ne connaît pas, c'est une maladie qui va être difficile au niveau prévention par vaccin parce qu'on ne connaît pas encore sa capacité à immuniser les personnes qui ont. Donc ça va être pour le moment rien de précis pour le moment au niveau vaccinal. Donc ensuite, alors la seule prévention, donc, c'est tester et isoler pour éviter la diffusion de la maladie. Donc là, je vous ai remis le tableau qui me semble le plus clair pour savoir quoi faire. Donc si on a des symptômes, eh ben, c'est s'isoler immédiatement, consulter un médecin et faire un test. Le test est négatif, eh bien, pas de problème, je peux retourner travailler et il n'y a pas de problème. Le test est positif, donc je m'isole au moins pendant 7 jours et au moins 2 jours, jusqu'à 2 jours après la fin des symptômes, la fin de la fièvre. Je n'ai pas de symptômes de la Covid, mais j'ai été un contact à risque, c'est-à-dire qu'une personne a été confirmée. Ah, attendez, Madame Thomas, on va rester sur le tableau. Une personne a eu un Covid confirmé, c'est-à-dire qu'avec un test positif. Dans ce cas-là, je suis contactée par l'assurance maladie et je m'isole immédiatement. Je m'isole pendant 7 jours et je fais le test au 7e jour. Parce que si je le fais avant, il risque d'être faussement négatif. Donc, je fais le test au 7e jour. Si ce test est négatif, bon, bah, pas de problème, je retourne travailler. S'il est positif, je m'isole encore 7 jours. Et si jamais il y a des symptômes qui apparaissent pendant mon isolement, j'attends la fin des symptômes et 2 jours après, au moins, avant la reprise du travail. L'autre cas, je n'ai pas été identifié comme contact à risque. Mais dans ce cas-là, je peux faire un test, mais je ne suis pas prioritaire. Voilà. Donc ensuite, c'était donc voilà. Donc ça c'est ah, oui, c'était le petit vidéo, mais le problème c'est que on entend mal au niveau du son. Je vous laisse écouter.
Donc la suite. Voilà, alors donc là on parle de cas contact. Donc est-ce qu'un cas contact, un contact à risque avec une personne porteuse de la Covid, donc pour rappel, c'est quand on est resté en face à face à moins d'un mètre avec la personne sans masque ou autre protection efficace. Enfin bon, de toute façon la protection efficace c'est le masque. Si on est resté plus de 15 minutes dans un lieu clos à moins d'un mètre et sans masque, par exemple dans une pièce pour un repas, lors de la pause, conversation, ou à l'occasion d'échanges de matériel ou d'objets non désinfectés, ou en partageant évidemment le même lieu de vie. Donc ça représente le cas contact. Hein. Alors, les moyens de prévention, ben, c'est des choses que vous connaissez déjà. C'est d'abord nommer un référent Covid. Maintenant, c'est obligatoire dans toutes les entreprises. C'est mettre en place les mesures barrières, donc la distanciation sociale, le port de masque, la désinfection. Donc, limiter au maximum les contacts. Donc, le télétravail reste recommandé donc, pour éviter trop d'affluence dans les entreprises. C'est gérer ses flux. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est mettre une procédure en place au cas où il y aurait un cas symptomatique sur place. Donc, prévoir la pièce dédiée pour le recevoir, savoir qui va rester à côté, à distance quand même, pour appeler les secours au besoin, fournir un masque chirurgical à cette personne, mettre en place cette procédure et ensuite la désinfection des locaux de la personne qui a été malade. Ensuite, les moyens de prévention, c'est aussi rester à disposition avec les autorités, l'ARS, etc., pour faire le dépistage en cas de cas dans l'entreprise. Alors ensuite, diapo suivante. Donc bon, les conseils sur les ports de masque. Alors ça c'est ce qui a déjà été dit dans le bon sens. Ça doit couvrir le nez et le menton, sinon ça sert à rien. Il faut ajuster la barrette sur le nez, sinon c'est pareil, ça sert à rien. Il faut savoir aussi que quand on porte la barbe, ça diminue nettement l'efficacité du masque. Il ne faut pas toucher et le repositionner sans arrêt. Il faut le jeter s'il est souillé, mouillé, et en l'occurrence au bout de 3-4 heures. Et puis se désinfecter avant et après les mains avec une solution hydroalcoolique. Alors les écrans faciaux, certains employeurs ont utilisé ça, mais il faut dire que c'est inefficace. C'est efficace en complément du masque, mais utilisé seul, ça n'a absolument pas prouvé son efficacité. Donc voilà, c'est un petit peu une protection qu'on s'oblige à porter seul, mais qui ne sert pas à grand-chose. Donc le conseil, c'est le port du masque et l'écran facial en supplément.